Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la Sorbonne. Merci aux étudiants qui ont préparé leurs questions. Bienvenue à vous. Qui vient pour la première fois à la Cité de la Réussite? Levez la main. D'accord. Les anciens, vous pouvez applaudir les nouveaux. Voilà. Je vais accueillir les intervenants dans un instant. Le thème de notre table ronde, c'est comment se préparer à l'improbable. Et le thème de la Cité de la Réussite, c'est la confiance en question. Alors, on va traiter le sujet maintenant. Est-ce que quelqu'un ne sait pas pourquoi il est là? Vous savez tous pourquoi vous êtes venus, de quoi il s'agit, vous avez le programme. Donc, on va accueillir les intervenants tout de suite. Je vous prie de faire un triomphe. Ah, j'enlève mes lunettes, j'y vois plus rien. J'y vois mieux sans lunettes. Voilà. Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM. Michel Desjoyaux, navigateur, skipper et fondateur de Mer Agitée. Alain Fischer, médecin, professeur émérite au Collège de France, président de l'Académie des sciences. Et Florent Ménégo, président du groupe Michelin. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Sans plus attendre, je vais commencer par la première question. J'espère que j'oublie rien parce que tout est bien réglé. Je vais commencer tiens, avec vous, Michel Desjoyaux. Vous êtes le marin de notre sélection. Quel lien faites-vous entre la confiance et le fait de se préparer à l'improbable, à l'impensable, à l'inconnu, à l'imprévu ? Bonjour à tous, c'est assez impressionnant d'être ici. Merci de nous avoir accueillis de belle façon. Je crois que l'improbable, ça panique les besogneux, mais ça amuse les créatifs. Et moi, je suis plutôt de cette catégorie-là, donc j'adore l'imprévu. Une fois que tout ce qui est prévisible est fait et préparé, après on a du temps et on est disponible pour gérer les imprévus. Et Dieu sait s'il y en a tous les jours. Vous vous voyez être marin sur une mer calme en permanence, avec un vent bien, et qu'il n'y ait rien qui casse, c'est pas vous qui choisissez, ouais. C'est le vent qui choisit, donc après vous devez vous débrouiller avec ce qu'il y a. Bon, et visiblement vous aimez vous débrouiller avec ce qui arrive. J'aime bien, oui. Ça vous met en...
Ça met à l'épreuve votre confiance en vous. Alain Fischer, je vous pose la même question. Quel lien faites-vous entre le fait de se préparer à l'improbable et puis la confiance qu'on peut avoir dans les autres ou en soi? Bonjour, tout d'abord. Deux petits éléments de réponse. À titre individuel, dans le domaine de la recherche scientifique, on cherche l'improbable et l'imprévisible tout le temps. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 50 ans ou jamais pour soi-même. Mais si on n'a pas un minimum de confiance qu'on a une chance d'y arriver, on ne le fera pas. Mais donc, il faut essayer. Et un autre élément de réponse sur une autre casquette personnelle de médecin, la confiance est la notion fondamentale de la santé publique. Sans confiance, les décisions de santé publique n'aboutissent pas et on va aux catastrophes possibles face à des événements plus ou moins improbables, dont on reparlera peut-être. Est-ce qu'on peut dire que science sans confiance n'est que ruine des laboratoires? C'est une question semi-sérieuse. Non, elle est très sérieuse. Parce que pour que les laboratoires fonctionnent, pardon d'être très prosaïque, il faut de l'argent et il faut un système qui fonctionne, qui soit efficient. Et ça veut dire que les décideurs, en gros pour la recherche publique, les politiques, pour la recherche privée, les dirigeants d'entreprise, aient confiance dans leurs chercheurs et qui leur donnent du temps. On sait que, je ne sais pas pour le monde industriel, mais quelqu'un est mieux placé que moi pour répondre, mais dans le monde politique, l'échelle de temps n'est pas la même que celle des scientifiques. J'ai évoqué des décennies tout à l'heure. Les politiques, ils veulent des résultats, quelque chose de sensible en 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui, en recherche scientifique, en gros, n'existe pas. Vous évoquiez le monde industriel, je me tourne vers le président de Michelin, Florent Ménégo. Merci d'être avec nous. Même question, qu'est-ce qui peut faire que dans une cité de la réussite au thème général de la confiance en question, peut-être de la remise en question de la confiance, qui serait donc la défiance, se préparer à l'improbable est un sujet central? Alors, bonjour à tous. Oui, en fait, la question de la confiance est une question cruciale dans l'entreprise en général. On pense qu'on est capable de tout maîtriser, mais en réalité, il arrive toujours des choses improbables qui viennent heurter. Et donc, la question, c'est comment on bâtit la confiance individuelle de chacun, qui est en responsabilité, soit capable d'agir. Comment on crée la confiance collective d'un ensemble dans 175 pays dans le monde, avec des cultures différentes. Comment on fait pour bâtir cette confiance collective? Et puis, comment on a suffisamment confiance en soi pour être capable d'aborder des questions qui sont quelquefois heureuses et des questions qui sont quelquefois douloureuses. Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM, je vais vous faire commenter un sondage que je vais faire maintenant. Je vais le faire tout de suite, vous allez commenter. Qui a confiance dans le monde qui vient? Levez la main. Ah, quand même. Et qui s'y prépare? Mais on n'a que des bacs plus 12 ou des super Terminator, là. Je pensais que personne n'aurait confiance dans le monde qui vient et que personne s'y préparerait non plus. Je me disais, on est en France, quoi. Bon. Et en fait, qu'est-ce que vous pensez de le résultat de ce sondage en direct? D'abord, c'est des étudiants, ils sont bien préparés par leurs enseignants. Il n'y a pas que des étudiants. Oui, Qui n'est pas étudiant? C'est là. Regardez, il n'y a que des... Ce sont d'anciens étudiants bien préparés. Non, c'est par des leurs agitateurs. enseignants. Ils sont venus envahir les amphithéâtres. C'est des agitateurs. Non, à la fois, là, il y a une inquiétude et une anxiété, mais ça n'empêche pas de se préparer intelligemment à la suite. C'est justement la création de la confiance. Elle commence par la vérité, et la vérité, c'est une activité pédagogique. D'abord, ça commence par ne pas mentir, ce qui est le drame des politiciens, pas seulement dans ce pays, mais un peu partout, qui ensuite essayent de passer de mensonge en mensonge en essayant de considérer qu'il s'agit de rétablir la confiance par le mensonge inverse à celui précédent, imaginant qu'on l'aurait oublié, ce qui est toujours difficile. Nous, notre problématique, c'est plutôt de donner les moyens de tout vérifier, tout contrôler et surtout tout préparer pour se faire un avenir en confiance. Puis je suis très content d'être venu ici. Je remercie Sylvain parce qu'il y a 44 ans, ma première visite ici, c'était pour occuper l'amphi comme militant et étudiant. Ensuite, je suis devenu vice-président de cette maison, donc j'ai été chargé de rénover l'amphi et d'éviter qu'il soit occupé, ce qui était pas mal. Et donc la confiance, c'est aussi cette transition qui s'appelle l'expérience.
Bien, alors on va faire notre tour de questions. Alors j'ai 4 questions, il faut y répondre rapidement parce que les étudiants, ils ont préparé, alors là, un bottin entier de questions à nos intervenants. Donc vous pouvez faire des réponses très courtes, on n'est pas obligé de faire un exposé liminaire. Alors, quelle est la dernière chose, le dernier événement qui vous a pris au dépourvu et que vous n'aviez pas prévu? Je vous pose la question, tiens, à vous Alain Bonheur. La dissolution. Merci pour cette réponse très courte. Alors, si quand même, le président, lui, il avait prévu de dissoudre. Je crois pas. Merci pour cette réponse très courte. Je me tourne vers Alain Fischer. Quel est le dernier événement qui vous a pris au dépourvu et que vous n'aviez pas prévu? La mise au point en moins d'une année de vaccins efficaces contre le Covid-19. Ah. Ce qui veut dire, Michel Desjoyaux, qu'il y a des imprévus qui sont sympas. Forcément. C'est ce qui nous incite à nous lever tous les matins. Alors, quand vous partez en mer, quel est l'imprévu dont vous vous souvenez que vous n'aviez pas du tout prévu? J'ai oublié. Il n'y a eu que ça? Il y a eu que ça? Que des choses? Il y en a eu tellement. Ouais, c'est un des peu ça, voiles il y en a cassées, tellement. des victoires qu'on n'avait pas prévues, des événements. On appelle ça des fortunes de mer, non? C'est ça? Ou des infortunes? Non, ça c'est le comble pour un banquier qui... Ouais. non, mais de l'imprévu, il y en a tous les jours et c'est ça qui est intéressant. Moi, pour moi, ce n'est pas un problème, au contraire, c'est une chance. Dans la construction d'un bateau, comment on gère les imprévus? Parce que j'imagine que vous avez été associé à la construction de certains bateaux. J'adore ça, puisque moi je suis devenu compétiteur par la technologie, passionné de techno. Alors je ne suis pas du tout ingénieur et juste ingénieux, j'essaye, c'est déjà pas facile. Ouais, on a des trucs... de toute façon, j'ai coutume de dire, la course au large, c'est une emmerde par jour. Mais à terre, en fait, c'est un peu pareil. Je pense que parlez-en aux intervenants ou à ceux qui sont là, ça va être le même tarif, le même niveau d'engagement. Est-ce que vous vous êtes surpris? Est-ce que vous avez été vous-même un imprévu dans une course planifiée, préparée de longue date? Ça, on s'en rend compte après. Parce que dans le feu de l'action, de toute façon, on agit, on avance. On gère des moments... Alors quand on est tout seul, c'est encore plus facile parce qu'on n'a pas le regard de l'autre surtout. On peut éclater de rire, 5 secondes après, être en larmes au fond du trou. Et puis rebondir, mais avancer toujours. De toute façon, on n'a pas d'autre solution, on est au milieu de nulle part, donc il faut bien s'en débrouiller. Florent Ménégo, quelle est la dernière chose qui vous a pris au dépourvu et que vous n'aviez évidemment pas prévu? Je m'aperçois que c'est totalement redondant ce que je dis, c'est un peu pléonastique. Ça vous a pris au dépourvu, évidemment que vous ne l'aviez pas prévu. Oui, alors la chose d'ampleur, c'est quand il a fallu un dimanche matin décider d'arrêter toutes nos usines de production en Europe, en sachant que toutes les usines dans le monde allaient s'arrêter chez nous à cause du Covid. Et comment vous avez fait pour ne pas vous planter totalement? En fait, quand vous avez un imprévu comme ça qui se profile à l'horizon, vous revenez à l'essentiel. L'essentiel chez nous, c'est de préserver la santé des personnes, de s'occuper des personnes. Et donc, c'est ça qui a guidé le choix. Et on s'est dit, après, on verra. On va gérer ça autrement. Est-ce que vous faisiez, ou est-ce que vous faites toujours des exercices de crise, que ce soit un accident, une explosion dans une usine, une occupation d'usine? Est-ce que vous vous y préparez et à chaque fois, finalement, c'est jamais aussi bien que la réalité? Oui, la réponse très rapide, c'est oui. Bien sûr, on fait énormément d'exercices. Justement, par exemple, juste avant le Covid, nous avions fait un exercice de simulation d'une cyberattaque d'ampleur dans laquelle tous nos systèmes d'information auraient été corrompus. Et en fait, c'est le Covid qu'on a dû gérer. Et en matière ce qui est tout à fait probable, c'est que l'improbable va se produire même si on avait prévu des choses. C'est-à-dire que ça, c'est absolument certain. Et donc, nous, ce qu'on apprend à gérer, c'est à faire en sorte que nos équipes soient à l'aise
dans un univers dans lequel il se passe énormément de choses et on ne peut pas tout contrôler. Alain Boer, est-ce que, tiens, je vais vous parler vu que votre science c'est la criminologie, est-ce que vous avez le sentiment que ce qu'on appelle les criminels, ceux qui nous mettent en danger, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous volent, nous assassinent, etc., est-ce qu'ils s'améliorent? Ils n'ont pas beaucoup d'imagination, mais ils utilisent les techniques de manière extrêmement développée, avec beaucoup d'inventivité dans l'art d'utiliser la technique, mais avec toujours le même processus. On n'a rien inventé depuis le premier assassinat documenté, Abel et Caïn, les enfants d'Adam et Ève, hein, on a oublié, et dont on ne sait toujours pas comment l'un a tué l'autre. C'est un mystère pour la police technique et scientifique non résolu, un cold case. Moi j'avais lu avec un caillou. Ah mais on ne sait pas, hein, ça c'est une hypothèse, mais vous ne pouvez pas la démontrer. Même la préméditation fait l'objet d'un débat non clos entre les exégètes de l'Église, sur lequel je ne me lancerai pas en bon laïc que je suis. Mais sur le fond, non, on ne sait pas. Mais comme vient de le dire le président de Michelin, un virus peut toujours en cacher un autre. Quel regard vous portez sur... le mot escalade est un peu galvaudé, mais sur la séquence d'envoi de missiles du moment? Alors ça fait partie ni de l'imprévu, ni de l'improbable, mais de l'inculture et du manque de travail des commentateurs, de commentaires, des chaînes de divertissement en continu qui font penser qu'elles font de l'information. Alors là... Car, alors déjà, excusez-moi, je vais accuser le public. Attendez. Oui. J'accuse le public d'une immense démagogie. D'une immense démagogie, et vous de l'avoir manipulé sur le dos de l'information et des journalistes d'une façon absolument prévisible. Alors qu'est-ce qu'il fallait dire ou qu'est-ce qu'il fallait penser de cette escalade? L'escalade pour la désescalade est inscrite dans la doctrine militaire russe depuis l'Union soviétique. Depuis la guerre de Corée, ce processus qui est la masse contre la technologie est connu et documenté, et d'ailleurs a servi au changement de la doctrine militaire de l'OTAN en 1962. D'où l'apparition de l'arme nucléaire tactique et donc des vecteurs de l'arme nucléaire tactique que sont des missiles IRBM ou ICBM. Tout ça est écrit, documenté. Il y en a des milliers de pages. Donc il n'y a pas de surprise. La surprise, c'est que chaque fois on se dit « il ne va pas le faire ». Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire. Le missile en question, il existe depuis 2011. Il a été mis en interruption momentanée car on ne savait pas très bien s'il était au-dessus ou en dessous de 6000 km de portée. Il est exactement le même que le Rubez, qui est son modèle initial. Simplement, il a décidé de l'utiliser pour lancer un message. Ce message est le même depuis toujours. La Russie fabrique toujours l'escalade pour la désescalade et nous essayons d'éviter l'escalade en étant toujours un coup en retard. Puis on se rattrape et à ce moment-là, les Russes disent « Vous voyez, ils escaladent ». Donc on répond. Mais c'est un truc bien connu, ça a toujours été la même chose. Qui est le plus prévisible, l'Occident ou Vladimir Poutine? Ah, c'est probablement Vladimir Poutine, mais le plus pusillanime, c'est l'Occident. Alain Fischer, est-ce qu'on se prépare à être irradié parce qu'une bombe atomique tombera à Marne-la-Coquette? Il y a des scénarios quand même sur la préparation aux accidents de santé d'ampleur imprévisible, mais catastrophique quand même. Oui, celui-là, il est particulièrement gratiné, si je puis dire. Et parce que ça dépend évidemment de l'importance de la bombe, mais si elle tombe à Marne-la-Coquette et que c'est une bombe H, il n'y aura personne en Île-de-France pour en discuter. C'est pour ça qu'on le fait maintenant, d'ailleurs. Alors, la réponse est que oui, c'est pas du tout mon domaine, mais les militaires ont des plans autour de ce que l'on peut sauver, et comment prendre en charge, trier les personnes irradiées. Enfin oui, ce sont des choses qui sont très bien connues par ailleurs. Mais en fait, c'est pas, à mon avis, le type de plan de santé. On est dans l'improbable de l'improbable, hein, quand même. Il y a des choses plus probables ou moins improbables, typiquement la prochaine pandémie. Alors, il y en aura une. Oui. Et est-ce qu'on aura... Plusieurs, pas une. Est-ce qu'on aura appris de nos erreurs ou appris de nos succès, comme vous le souligniez tout à l'heure avec le vaccin? Oui, en partie. Plus le temps passe, plus on peut un tout petit peu oublier. Mais enfin, il y avait un certain élément d'impréparation compréhensible, mondiale, pas spécifique à la France, dans la survenue et la réponse à la pandémie de SARS-CoV-2, du Covid-19. On a appris, et je pense que la prochaine fois, on aura au moins des masques, on aura un peu plus de matériel médical, on sera peut-être un peu plus prêt
à développer des tests diagnostiques, des vaccins et à préparer la population. Mais je le dis avec prudence, parce qu'en même temps, par exemple, il y a un programme européen là-dessus qui s'appelle HERA, H-E-R-A, mais qui est financé assez modestement, donc il n'est pas à la hauteur des enjeux. Et puis, in fine, il y a à un moment ou un autre, et on le voit bien aujourd'hui, nécessité d'arbitrage politique, et qui font que, où est la priorité? Est-ce que la priorité, c'est de dépenser beaucoup d'argent pour être très bien préparé pour la prochaine pandémie, ou bien de consacrer cet argent pour d'autres objectifs, éventuellement à plus court terme, et sur des questions qui se posent de façon plus prégnante? Mes amis, la table ronde roule toute seule, si j'ose dire. Elle est bien préparée, les intervenants sont chauds. Je vous propose de prendre quelques questions de notre panel d'étudiants. Je vous propose d'applaudir pour l'encourager dans la mission qui est la sienne. N'hésitez pas à vous présenter, qu'on vérifie que vous êtes de vrais étudiants. Voilà. Bonjour, merci à tous d'être présents. Tanguy de Boiredon, étudiant à HEC Paris. J'aurais une question pour Monsieur Ménégo. En tant que PDG d'un grand groupe du CAC 40, quelle est la plus grande menace pour votre entreprise et comment vous y préparez-vous? La plus grande menace pour Michelin, d'ailleurs, comme par extension pour les sociétés occidentales, c'est la fragmentation, c'est le déficit de cohésion. Une entreprise, c'est une collectivité humaine qui décide volontairement de fabriquer des produits ou de fabriquer des services. Et le plus grand problème, c'est quand les personnes ne travaillent plus ensemble et ne collaborent plus. C'est ce qui peut arriver dans nos sociétés aussi. Est-ce que vous aviez prévu cette accoutumance narcoleptique au télétravail qui pose quelques problèmes aujourd'hui quand même? Ah oui, tout à fait. Tout en résolvant par ailleurs. Oui, tout à fait. Si vous voulez, si les personnes qui sont en digital et qui suivent notre panel auront une sensation très différente de nous qui sommes ici physiquement présents. Et c'est vrai dans l'entreprise. La confiance, elle ne peut pas se développer à travers du digital. Et donc, quand vous êtes à distance, vous pouvez faire quelques tâches mécaniques, des processus connus. Par contre, si vous voulez bâtir, faire de la créativité, si vous voulez développer les liens de confiance, il faut être physiquement présent. L'être humain est un être relationnel qui bâtit la relation sur d'abord la présence physique. Question suivante. Est-ce que M. Ménégo a répondu à votre question? Vous pouvez dire, vous n'avez pas répondu à ma question, je suis furieux. Mais pour préciser, donc comment vous préparez, comment vous essayez de contrer ce risque-là justement au sein de votre entreprise précise? C'est la question des outils de prévision et de gestion du climat social et la qualité. Mais plus que ça, il faut fédérer l'ensemble, notre corps social autour d'une vision. Nous avons bâti un rêve d'entreprise. Il faut que chacun comprenne à quoi il sert. Nous avons aussi établi que chaque personne était absolument indispensable et qu'elle contribuait à une construction commune qui la dépasse. Et ça, c'est ce que nos sociétés ont un peu oublié. On est dans des sociétés où on n'a plus de vision. On ne sait plus ce qu'on construit ensemble. Et ça, c'est très mauvais en fait. Et chez Michelin, on sait ce qu'on bâtit ensemble. Vous avez une mission d'ailleurs, vous avez dit, nous... C'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, mais notre rêve d'entreprise, c'est d'avoir innové pour permettre au monde de résoudre 4 grandes difficultés que je pourrais élaborer si vous le souhaitez. Mais une d'entre elles étant par exemple, il faut que chacun puisse vivre sa vie en bonne santé tout au long de sa vie. Une deuxième chose, et Michelin peut innover là-dessus, une deuxième chose, c'est qu'il faut que l'activité humaine ait un impact positif sur la nature et pas négatif sur la nature. Une troisième, c'est qu'il faut que chacun puisse avoir accès à un travail qu'il aime. Et puis, le quatrième, c'est qu'il faut arriver à avoir une activité qui inverse le réchauffement climatique. Question suivante. Merci, je suis Erwin et j'étudie à l'Université de Lorraine. Cette question s'adressa à M. Bauer. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais est-ce qu'il est toujours bon de prévenir dans le domaine de la sécurité, notamment quand ça entraîne des efforts collectifs importants, voire des restrictions de liberté? Il y a toujours une problématique qui s'appelle l'équilibre. On cite toujours une phrase apocryphe et d'ailleurs mal citée de Franklin sur un peu de liberté
peut-elle être sacrifiée à beaucoup de sécurité ou beaucoup de liberté à peu de sécurité? En fait, il ne l'a jamais dit, ni même écrit. Il y a une demi-douzaine de lettres qui disent plus ou moins la même chose, mais jamais de cette manière précise. Et il a toujours été un homme de l'équilibre, à la fois comme éditeur, et puis comme diplomate, et puis comme un des fondateurs des États-Unis. Le vrai problème qu'on a, c'est comment est-ce qu'on peut faire admettre l'équilibre qui existe, constitutionnellement parlant chez nous dans la Déclaration des droits, entre ma liberté qui s'arrête au moment où commence celle des autres. Il faut donc qu'il y ait un arbitre. Cet arbitre, dans un pays très particulier qu'est la France, où l'État a créé la nation, vous êtes dans un des rares pays où ce n'est pas une nation qui a créé un État, mais un État qui a créé une nation de toutes pièces, qui lui a donné une structure, une idée, et il l'a créée autour d'une seule promesse, unique promesse, qui était celle de la protection. La protection de ces institutions, parce qu'on a commencé par protéger le roi, l'empereur, accessoirement ce qui les a transformés par ailleurs, le président de la République. Ensuite, on a protégé les frontières. On a dit qu'on allait protéger la monnaie. Bon, ça c'est un peu parti ailleurs depuis. Et on a fini, mais seulement au XVIIIe siècle, par protéger les personnes et les biens. Ce n'était pas un sujet central. Mais cette promesse-là, le Conseil national de la résistance en a fait une promesse sociale, médicale, scientifique, d'extension des libertés. Et au fil du temps, le régalien, comme on dit, a pris des proportions gigantesques avec une promesse de l'État-providence. La contrepartie, c'est que chacun fait un effort collectif, le plus douloureux avec l'impôt et le plus simple avec une organisation sociale qui doit équilibrer la puissance de l'État. Et là où vous avez raison, c'est qu'en France particulièrement, dans un pays qui ne connaît pas les checks and balances, qui a du mal à équilibrer les pouvoirs, eh bien on est toujours à la recherche d'un rééquilibrage du pouvoir citoyen par rapport au pouvoir étatique. Et dans mon domaine, le sujet le plus douloureux est le sujet judiciaire, puisque nous sommes un des rares pays où il y a peu de jurys. Et quand par malheur, il y en a un, je dis par malheur parce que si on pouvait s'en séparer, tous les États, l'État central serait tout à fait ravi, il est sous contrôle de magistrats qui siègent avec le jury. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la technicité du juge pour la peine et la souveraineté du jury citoyen pour la culpabilité, nous avons tout mélangé. Au lieu d'avoir un en même temps, on a beaucoup d'entre-deux. Je fais une parenthèse avec Michel Desjoyaux. Michel Desjoyaux, est-ce que il arrive fréquemment qu'on sacrifie la sécurité pour augmenter la performance dans votre métier de navigateur? Alors ça arrive, il y a certaines personnes qui essayent de pousser le groupe, le collectif vers ça. Moi j'ai plutôt pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement, alors ce qui est étonnant c'est que c'est perçu comme un environnement qui est très à risque. Et moi, je ne le prends pas du tout comme ça. Peut-être aussi parce que, avec ma passion de la technologie et le travail qui est fait sur les bateaux, et sur les miens en particulier, je suis proactif dans ce truc-là. Et je pense qu'on peut prendre le problème par l'autre bout. C'est qu'en fait, si vous créez un environnement qui est plus... pas sécuritaire au sens de M. Boer, mais qui vous apporte plus de sécurité, de robustesse, de fiabilité de l'outil que vous avez sous les pieds, qui est comme celui qui va vous ramener à la maison, finalement, vous allez être plus performant. Parce que vous allez être justement, et là on revient au thème de la conférence, on revient avec plus de confiance. Et donc on peut aller plus vite, puisqu'on a moins peur. Et souvent, les gens qui se fichent de la sécurité de leur bateau, quelque part, ils sont inconscients et ils vont finir par faire des grosses boulettes parce qu'ils ne sont pas conscients, mais en plus parce qu'ils ont pris des décisions qui ne vont pas dans le sens de leur sécurité. Il y en a encore dans le monde de la navigation? Il y en aura toujours. Des casse-cous? Pour revenir un peu à la question juste avant, 100% des lois sont faites pour contraindre 100% des personnes à cause de 0,01% de gens qui n'ont pas le même bon sens collectif. Nous, dans nos réglementations qui conditionnent nos bateaux, une grosse partie des évolutions de réglementation viennent
alors peut-être pas de 0,1%, mais de quelques accidents qui nous font bien sûr progresser, parce que c'est des accidents, par définition, c'est un truc qui n'était pas prévu d'arriver, et donc il faut y remédier, et on rajoute des couches, et on rajoute des couches, et on rajoute des couches. Le principe de précaution d'une certaine façon. Question suivante, mesdames et messieurs les étudiants. Bonjour, merci déjà aux intervenants pour leur présence et merci pour l'organisation de cette conférence. Donc moi, je m'appelle Clara, je suis étudiante à Sciences Po Toulouse. Et je voulais poser une question plus large, d'ordre plus philosophique, qui s'adresse à chacun d'entre vous, celui qui voudra répondre. Dans quelle mesure l'improbable peut être un allié face à une menace plus grande que notre esprit peut imaginer? En fait, le sens de cette question, c'est de dire que notre esprit humain, dans l'anticipation, a tendance à s'emballer et à activer un sentiment de peur qui peut nous paralyser dans l'action. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans cet improbable quelque chose de positif qui nous lie à quelque chose, à l'espoir? Donc ma question c'est, est-ce que vous voyez l'imprévu comme quelque chose de bloquant qui s'apparente à la peur ou bien comme quelque chose de positif qui s'apparente plus à l'espoir? Merci. Alain Fischer, c'est vous le médecin, vous savez un peu ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau humain quand on a peur ou quand on est en stress. Je résume un peu la question. La peur peut-elle être bonne conseillère? Jusqu'à un certain point. Les médecins ont l'habitude de raisonner en bénéfice-risque et la peur des risques est légitime. Il ne faut pas qu'elle soit paralysante. Donc simplement, une bonne analyse des risques du côté du corps médical et ensuite la capacité d'expliquer clairement, loyalement et de façon juste ce que sont les enjeux de risque et de bénéfices possibles dans une situation médicale donnée doivent l'emporter. Et dans ce cas-là, la peur peut être maîtrisée, relativement maîtrisée, au moins un certain temps, et on peut avancer. Et ce qui est vrai au niveau lorsque je viens de dire, du colloque singulier entre le médecin et le patient, peut se réfléchir en termes de santé publique, donc à l'échelle de la collectivité. Il est légitime que des gens aient peur je reprends l'exemple de la pandémie, il est légitime que les gens aient peur. On a tous eu peur d'être malade, de mourir. Eh bien, néanmoins, cette peur incite à trouver des remèdes, et pourvu qu'on montre et qu'on explique convenablement qu'il y a des remèdes possibles, on peut avancer. D'ailleurs, globalement, ça s'est à peu près convenablement passé. Alain Boer, vous qui souvent êtes confronté par les questions des chaînes d'information que vous avez conspuées tout à l'heure, aux grandes peurs de l'époque, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit humain quand il a peur? Il ne génère pas que de la panique, au contraire, il génère des réflexes, des choses comme ça. Alors, nous, on est plutôt face à une problématique qui s'appelle le biais cognitif, c'est-à-dire des déformations de l'esprit humain qui est en général beaucoup plus lucide qu'on ne le pense, mais qui veut éviter le choc et la confrontation avec des éléments qu'il ne veut pas admettre. Quand vous prenez l'intégralité des grandes catastrophes criminalo-terroristo-militaires, je prends les sujets qui me concernent et sur lesquels j'ai une vague compétence, depuis 50 ans, il y a toujours eu une commission d'enquête après, toujours. Secrète, officielle, publique, diffusée, pas diffusée, mais et puis il y a toujours un script pour garder une petite trace. Elles disent toujours la même chose. 1, on savait tout ou presque, avant. 2, pour de mystérieuses raisons, on n'a pas voulu croire ce qu'on savait. Les Américains ont même une formule magique, « We did not connect the dots ». On n'a pas connecté les points. 3, ça serait bien si ça ne se reproduisait plus, et pourtant, ça se reproduit de manière régulière. Nous voulons éviter la confrontation avec le réel quand le réel nous apparaît comme insupportable. Donc ce n'est pas un problème de connaissance ou de blocage par la peur du réel, mais par le fait que ce réel-là ne corresponde pas au réel qu'on aimerait avoir, et donc on provoque un blocage. Nous faisons d'abord beaucoup d'exercices a posteriori sur cela, en prenant comme élément de référence ceux qui ont fait le blocage, qui l'expliquent à nos étudiants, justement, comment c'est arrivé, ce qui n'empêchera pas que ça se reproduise. On l'a vu d'ailleurs pour le Covid, le Covid-19, pardon Alain Fischer de marcher sur vos plates-bandes, mais c'est grosso modo la grippe dite espagnole qui venait du Kansas, en reproduction 100 ans plus tard, et avec 4 ou 5 épisodes entre deux que nous avions tous oubliés.
D'ailleurs, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas vaccinés, le moment est venu de vous poser la question, à la fois contre la grippe et contre la 727e variante du Covid. Et je n'ai pas compté le nombre d'entre vous qui étaient masqués dans cette réunion, pourtant vous êtes très proches les uns des autres, mais ceci est un indicateur aussi de la manière dont vous avez un biais cognitif sur le fait que non, vous ne serez pas malade et vous ne serez plus jamais malade. Ce qui n'est pas exact, comme l'a dit Alain Fischer, les prochaines épidémies arrivent. Madame, est-ce qu'on a répondu à votre question? Est-ce que vous avez ça va à peu près? Est-ce que je peux rajouter Bien sûr, un point? allez-y, monsieur Ménégo. Vu de l'entreprise, il y a deux choses fondamentales. La première, c'est qu'une entreprise, elle est obligée de prendre des risques. Et la seconde, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours une vision optimiste, c'est dès qu'il y a une rupture, c'est un champ d'innovation énorme. Et chaque innovation est une rupture. Et donc, on parlait des biais cognitifs. En fait, l'innovation, c'est simplement un regard différent sur le monde. Et tout d'un coup, une fois qu'on le voit différemment, ça devient évident, ça devient une évidence. Et donc, dans l'entreprise, en fait, on crée l'environnement de manière à pouvoir se mettre en risque et à ce que les personnes soient à l'aise avec le fait de prendre des risques et puis de se mettre en capacité d'innover. Et donc, en capacité d'innover, c'est de prendre tout ce qui se passe de manière positive et de se dire, ça, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Que ce soit en apparence difficile ou que ce soit en apparence simple. Florent Ménégo, est-ce que pour prendre des risques, quand on dit un salarié prend des risques ou soit entrepreneur à ton poste, à ton job, quel que soit ce job, il y a une expression qui va avec, dont je me méfie, qui est « il faut que tu sortes de ta zone de confort ». Et généralement, ceux qui disent « sors de ta zone de confort », ils ont un CDI, des bretelles, un airbag, tout va bien. Et ils disent à d'autres « sors de ta zone de confort ». Bon, très bien. Est-ce que pour sortir de sa zone de confort, être créatif, innovant, aller de l'avant, oser des solutions qu'on n'osait pas, est-ce qu'il faut quand même être un peu assuré de son job, avoir une qualité de vie au travail bien organisée, comme ça on a confiance et on se livre? Ou alors, est-ce qu'il faut être sur un demi-strapontin de CDD précaire et à ce moment-là, il y a un gars qui va venir te voir et dire « Vas-y, regarde l'avenir du bon côté, prends des risques, sors de ta zone de confort ». Quelle est la position de l'employeur que vous êtes? En fait, c'est normal, hein, il y a un peu de caricature dans le propos. Légèrement dans le mien aussi. Hein. Disons que pour répondre de manière un peu moins caricaturale, le doute est nécessaire. C'est normal. L'être humain, le doute permet le progrès. C'est une attitude normale. La peur aussi fait partie des raisons pour lesquelles l'être humain a réussi à progresser. Et le courage démarre lorsqu'on est confronté à ces peurs et qu'on essaye de les gérer. Et donc dans l'entreprise, le sujet, et tout le monde, l'entreprise étant une collectivité humaine, tout le monde est confronté à ces peurs. Et tout le monde a des doutes. Et donc on en parle. Or, c'est quelque chose dans les entreprises dont on ne parle pas. Les peurs et les doutes, on considère que ça ne doit pas exister. Mais non, il faut en parler. Et donc, par exemple, derrière votre question, si la question des restructurations est là, oui, dans une entreprise, les choses ne sont pas statiques. Les choses peuvent évoluer d'une certaine manière comme d'une autre. Et en fait, ce qu'il faut, c'est simplement assurer les personnes qu'on va les protéger sur des éléments fondamentaux. Pas sur l'emploi tel qu'il est aujourd'hui, mais sur le fait que nous accompagnerons les personnes pour les mettre en condition d'être employables et donc de pouvoir se reconvertir quand ce sera nécessaire. C'est ça qui est important. Mais par contre, le doute et l'innovation, les personnes qui innovent en permanence, elles ne savent pas du tout où elles vont. Et c'est ça qui est fantastique. Oui. Dire un mot à propos du doute. J'adhère évidemment totalement à la question, au point du doute comme méthode scientifique qui fait avancer et qui combat les peurs. La difficulté pour la société en général, c'est la confusion entre ce doute-là, légitime et fructueux, et un doute qui à amener au relativisme. C'est-à-dire qu'un fait devient une opinion que l'on discute avec une autre opinion qui est fondée sur strictement rien. Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que la Terre est plate, Alain Fischer? Par exemple. Ouais. Et ce doute-là, il est extrêmement pernicieux, et celui-là, il entretient les peurs, avec des groupes de gens qui ont leur biais cognitif, comme c'était évoqué tout à l'heure, et c'est un mal profond de la société. D'ailleurs, je voudrais demander à Michel Desjoyaux, vous avez fait le tour du monde à la voile.
Vous allez me demander si la Terre est plate? Bah, et vous êtes le seul. Alors, pour le coup, vous êtes le seul à pouvoir nous le dire autour de cette table. Même si vous avez beaucoup pris l'avion, j'imagine Alain Bauer aussi, etc. Mais vous avez quand même éprouvé la non-platitude de la Terre, puisque vous n'êtes pas tombé au bout d'une course dans le vide. Ben non, sinon je ne serais pas là pour en parler, donc je confirme que la Terre est ronde. Et vos outils à bord, le compas et tout ça, qui ont été inventés par nos anciens, par les Grecs qui naviguaient, etc., enfin, je veux dire, le confirment. Oui, mais c'est ce que vient de dire le professeur Fischer. Les gens qui doutent de tout, quelque part, ils ne voient pas la sortie du tunnel. Donc c'est salvateur de douter. Comme disaient des proches, la seule certitude que j'ai, c'est de douter. Et c'est bien de se remettre en question, c'est bien d'évoluer. Mais par contre, si on doute de tout le temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'issues pour ces personnes-là, en fait. Donc on n'a pas à se préparer à la platitude de la Terre si elle survenait. Bah, vous pouvez essayer de l'écraser entre deux énormes plaques. Vous avez fait la gestuelle en même temps, merci. Mais pour le moment, on en est loin. Ouais, je vois pas comment on peut discuter, débattre de sujets aussi évidents que la Terre est ronde. Alain Bauer, comment gérer l'irruption des vérités alternatives dans le débat public, dans les urnes, et peut-être aussi dans des choix politiques tels qu'on peut le voir chez Trump, par exemple. Je pense que la situation de l'administration Trump avec ses moutons à 5 pattes, ces gens très particuliers, etc., c'est un casting et un recrutement de gens assez hors normes, et après tout, why not, pour anticiper l'avenir et s'adapter. Mais sur les questions des vérités alternatives, sur cet esprit un peu rebroussier, systématique, d'un doute qui serait plus si nécessaire et vertueux que cela. Ben, la forme de votre question indique que déjà la vérité, point, est morte. Car s'il y a des vérités alternatives, il n'y a plus de vérité de référence. Et donc le problème, c'est que nous avons considéré que l'évidence suffisait à éviter le questionnement et le débat de ceux qui ne croyaient plus à l'évidence, c'est-à-dire ceux qui ont perdu la confiance à cause du mensonge. Le mensonge a créé la crise. Ce n'est pas la vérité alternative, Donald Trump et ses petits camarades. Eux, ils ont surfé sur la remise en cause de la vérité, à cause de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, du Watergate, d'une construction lente et structurée de remise en cause de l'honnêteté de l'État par rapport à sa relation avec les citoyens dont il n'est qu'un représentant. Cette destruction de la confiance a amené à une crise de la confiance, donc de la vérité, et à l'apparition de vérités alternatives auxquelles on ne peut pas répondre simplement « moi j'ai la vérité et vous c'est pas vrai ». On ne peut pas répondre simplement « non, la Terre n'est pas plate ». Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et contrairement à ce qui était indiqué, moi je suis pour le doute qui met en cause le doute. Le doute qui met en cause le doutisme, pour être plus précis. C'est pas mal. C'est-à-dire que pour éviter la confrontation qui fait mal, il faut être plutôt dans une logique arts martiaux, utiliser la force de l'adversaire. Il m'est arrivé pendant le Covid, si j'ai 3 minutes, pour raconter, même un peu moins, pour raconter une petite histoire vécue, de sortir avec mes 3 autorisations, mes 2 codes barres et mon scaphandre, acheter du pain à 152,50 mètres de chez moi, donc dans les zones autorisées, et de tomber sur quelqu'un qui, malgré tout cet équipement, est fait téléviser. Plutôt c'est dans l'air qu'autre chose, mais on ne sait jamais, me reconnu et me dit « Monsieur Bauer, je suis tellement content de vous voir, je vous aime beaucoup », ça commençait bien d'ailleurs. Et voilà, vous êtes d'accord, tout ça est faux, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'épidémie. Il n'y avait pas de pain non plus. Tout ça est une immense conspiration pour réduire nos libertés. Et là, j'ai eu le débat entre dire « Écoute, mon gars, tes garçons, t'as vu comment on est habillés, tu te rends bien compte qu'il se passe quelque chose ?» ou lui dire « Écoute, on est à tel endroit, on a de la chance, il y a 2 hôpitaux, un à chaque bout de la rue, on n'avait pas prévu de se rencontrer, on ne s'était pas donné rendez-vous, on ne se connaît pas, ceci est totalement imprévu, improbable et imprévu. Vous choisissez l'hôpital que vous voulez, on y va ensemble. S'il y a des malades et des gens aux urgences, c'est peut-être qu'il y a une épidémie. S'il n'y en a pas, c'est vous qui avez raison. » Et c'est le moment où l'individu en question, face à un doute sur son doute, a décidé qu'unilatéralement, il avait une urgence et qu'il devait retrouver sa vieille maman. Mais je ne me suis pas confronté à lui, j'ai créé un doute sur son doute. Et je pense que c'est une méthode bien plus efficace que l'affirmation d'une vérité révélée que plus personne ne croit, parce que la destruction de la confiance a amené cette situation de vérité alternative, donc de vérité égale les unes avec les autres. Alain Fischer, vous avez été confronté à ça?
Vous avez été confronté à ça, Alain Fischer, puisque la science est faite pour confronter et les convictions, les expériences, les démonstrations. Mais pendant la crise du Covid, vous avez été confronté à des collègues qui ont quitté, d'une façon ou d'une autre, un territoire de confrontation des idées, des observations, etc., pour aller vers quelque chose qui vous échappait, d'une certaine façon. Oui, mais malheureusement, c'est une constante de l'activité scientifique, mais je pense de toutes les activités humaines, que de temps en temps, il y a des gens, comme il y a des trains qui déraillent, heureusement très rarement, il y a des scientifiques qui déraillent. La question, c'est comment on gère ce fait. Je pense qu'on reconnaîtra facilement quelques personnages célèbres du sud de la France. Bon. Et non, la question sérieuse, c'est comment on gère. Et là, on a très mal géré. Je pense qu'il y a des choses qui ont été très bien faites, mais encore une fois, c'est déjà arrivé dans le passé. Aux États-Unis, il y a un célèbre scientifique qui a dénié le fait que le virus du sida était responsable du sida, ce qui a provoqué des catastrophes en Afrique du Sud, parce qu'en Afrique du Sud, on a cru ce scientifique. Donc comment on gère ces individus, qui en général sont de très bons communicants, et donc qui ont un impact notamment dans les chaînes médiatiques dont on a parlé tout à l'heure, avec beaucoup d'éloges, et comment on gère ces personnes. Et nous avons, nous scientifiques, une responsabilité qui n'est pas simple à exercer, mais c'est une forme de contrôle. En même temps, évidemment, le droit, la liberté d'expression doit être préservée, mais nous avons, au moins en tant qu'institution du domaine scientifique, l'université, le CNRS, etc., à faire la police chez nous. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais nous ne l'avons pas fait, et à l'avenir, nous devons nous préparer à le faire. Question suivante des étudiants. Bonjour, je m'appelle Guillaume Loussoirne, je suis étudiant à Télécom Paris. J'avais une question pour Monsieur Desjoyaux. Avec les avancées technologiques, est-ce qu'on est en train de troquer notre intuition par la logique des chiffres ? Aujourd'hui, les modèles météorologiques, les prévisions météorologiques sont réalisés par les ordinateurs les plus puissants du monde. Et malgré ça, vous continuez régulièrement de cracher à la figure des météorologues qui vous racontent des balivernes. Alors, est-ce que vous connaissez la similitude entre les avocats et les météorologues ? Les deux sont payés à raconter des mensonges, les uns par nécessité du service, les autres par incapacité de faire mieux. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Et donc, ben voilà, vous avez beau faire des chiffres, des prévisions à très long terme ou même à moyen terme. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « mais il y a de plus en plus de tornades ». Pourquoi on n'arrive pas à les prévoir ? On dit que les météorologues disent qu'un cyclone peut naître du battement d'aile d'un papillon. C'est-à-dire qu'un tout petit, un micro-phénomène peut prendre énormément d'ampleur. Donc il y a peut-être plus de tornades qu'avant, mais je ne suis pas sûr. Par contre, c'est sûr qu'elles sont beaucoup plus relayées. On revient toujours au problème des réseaux antisociaux. Et donc, il faut gérer ça. Malgré tout, tu as une matière première qui est une prévision et elle est remise en cause régulièrement. C'est le propre d'une prévision. Ce n'est pas de la boule de cristal, c'est du calcul. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, ouais, mais de toute façon, c'est des statistiques, donc ça s'améliore. Non, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des modèles physiques, ce sont des lois physiques, thermodynamiques et dans les trois dimensions, y compris en se servant de ce qui se passe dans les océans. Et c'est tout ça qui va permettre petit à petit d'améliorer ces prévisions, mais ça restera des prévisions. Et si tu regardes, si tu as la chance de suivre ce qui se passe actuellement, par exemple, sur le Vendée Globe, en fait, ils remettent en cause et ils doutent. À chaque fois qu'ils prennent une décision, ils doutent pendant plusieurs heures. Ils passent 8 heures par jour quasiment devant leur ordinateur à travailler cette matière météo, à la rafraîchir, pas la critiquer parce qu'on n'a pas la capacité, puisque justement ça a été fait par des machines super sophistiquées avec énormément d'algorithmes qui sont mis en place en amont. Et tu n'as rien d'autre, donc de toute façon tu te débrouilles avec ce que tu as et tu fais de ton mieux. Et puis tu avances petit à petit, tu te sers de ton expérience, tu te sers de ta confiance aussi, ou de ton doute. Et puis, de toute façon, l'autre à côté, il n'est pas mieux servi que toi, donc à toi de te débrouiller avec ça. Et puis, tu as une petite part de réussite qui va faire que peut-être tu t'en sortiras mieux que les autres. Question suivante. Alors,
Moi, c'est Jospin Gambiala, élève ingénieur à l'INSA Toulouse. Alors, ma question s'adresse à M. Menengo Florent. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes préparé dans l'industrie à l'apparition et à la démocratisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Parce que ça a certainement incru la concurrence, mais comment vous êtes implémenté, comment vous êtes mis en place dans le secteur? Alors oui, il est sûr que la technologie évolue sans cesse et que l'intelligence artificielle, d'ailleurs, existe depuis un moment en fait. Hein. Et chez Michelin, on aime bien la technologie et donc on est à la pointe de la technologie et on utilise l'intelligence artificielle depuis au moins 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a des modèles prédictifs, qu'on gère ces données. Ce qui est nouveau, la raison pour laquelle on en parle, c'est les nouveaux LLM, là, les fameux Large Language Models, qui permettent d'interagir avec les données en langage naturel. Ça, c'est un vrai changement. Par contre, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur le fait que ça va réduire énormément d'emplois. Nous, on est convaincus que ces outils vont permettre d'accélérer un certain nombre de choses, de permettre d'accélérer l'innovation. Par exemple, dans les molécules qu'on utilise ou dans les composants qu'on utilise pour fabriquer nos objets, il y a énormément de combinatoires possibles. Et donc, grâce à ces technologies d'intelligence artificielle, on est capable de tester des millions d'hypothèses, alors qu'avant, manuellement, on ne pouvait en tester que quelques centaines ou quelques milliers. Donc ça va permettre d'accélérer les choses. Par contre, le vrai sujet, et là, ça rejoint les questions sur la vérité, la question sur l'humanité. Le vrai enjeu pour nous, il est d'abord humain. Comment les personnes vont utiliser cette technologie à leur bénéfice? Et comment elles vont comprendre que ces technologies ont été programmées par d'autres êtres humains et qu'elles ne représentent pas la vérité. Elles présentent des modèles, des algorithmes, des modèles qui ont été construits par d'autres. Et ça, c'est un enjeu énorme chez nous, et c'est un enjeu énorme d'ailleurs pour la société. Donc chez Michelin, en parallèle, on déploie massivement cette technologie dans tous les secteurs. Ça permet aux machines de parler aux autres machines, ça permet aux êtres humains d'être beaucoup plus performants dans ce qu'ils font. Mais en même temps, le grand risque, c'est que les êtres humains oublient d'utiliser leur réflexion. Et donc ce qu'on a établi notamment, c'est de dire, quand l'être humain va décider, malgré ses biais, malgré ses biais cognitifs, on privilégiera cette décision par rapport à une décision provoquée par la machine. Sauf lorsque ce sont des process connus, établis et sur lesquels on ne remet pas en question cette vérité. Et donc là, les algorithmes vont simplement calculer beaucoup plus vite les choses. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est que l'être humain reste aux commandes. Et donc, l'intelligence artificielle se déploie partout. On a des milliers d'ingénieurs chez nous qui gèrent ça. Et ça va permettre de faire des pneus beaucoup plus performants, mais aussi d'aller développer des polymères qui vont réparer le corps humain, d'aller traiter des objets qui vont aller sur la Lune, etc. Donc, oui, bien sûr, on utilise beaucoup ces outils. Question suivante. Bonjour, Flore Vachon, étudiante au CELSA. Ma question pour Monsieur Desjoyaux est la suivante. Est-ce qu'on peut, notamment en mer, se reposer sur des automatismes, des habitudes dont on sait qu'elles ne nous feront pas défaut, même face à de gros imprévus? Finalement, est-ce que la répétition peut pallier à la nouveauté? Et est-ce que c'est même souhaitable d'être parfois en pilote automatique? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de choses que tu peux prévoir et auxquelles tu dois t'entraîner. Par exemple, faire une manœuvre, changer une voile, il n'y a pas 36 façons de le faire. Exécuter un virement de bord, c'est pareil, c'est des choses qui sont répétitives et que tu peux travailler à l'avance. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle nous notre fond de jeu. C'est des choses qui sont, qui sont la base du système. Tu vas apprendre petit à petit. Au début, tu vas naviguer sur des petits bateaux, puis sur des bateaux de plus en plus gros, de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexes. Moi, aujourd'hui, tu me mets dans une Formule 1 avec je ne sais pas combien de boutons sur le volant, je ne saurais rien faire. Pourtant, je sais conduire. Là aussi, c'est une progression. Et puis, une fois que tu as ce fond de jeu
Du coup, la moindre interaction avec l'extérieur qui te change de ton quotidien, je dirais, tu as ton cerveau qui est complètement disponible pour ça. Parce que justement, tout le back-office dont tu as besoin pour t'adapter, c'est quelque chose qui est fluide pour toi. Donc, il ne te demande pas d'énergie. Et c'est tout le travail qui est fait d'entraînement et de préparation et d'acquisition d'expérience qui va te permettre que tu sois disponible pour t'adapter aux situations qui n'étaient pas prévisibles. Et tout ça, ça se fait petit à petit. Si tu veux tout appréhender en même temps, tu vas exploser en plein vol à la moindre petite difficulté, alors qu'il y a plein de choses que tu aurais déjà pu préparer. Alors pour revenir, puisque c'est un peu un sujet d'actualité en ce moment, il y a le Vendée Globe. Typiquement, moi, c'est une compétition qui est peut-être aujourd'hui la plus complexe dans notre sport, parce que les bateaux sont très sophistiqués, puis que la course est longue et que ça demande pas mal d'engagement. Moyennant quoi, tu dois y aller quand tu es suffisamment mature. C'est pas une question de compétence pure. Tu as des gens qui sont très compétents, qui savent faire déjà tout, mais pour moi, ils n'auront peut-être pas le cuir assez épais. Et dans l'acquisition d'expérience, il n'y a pas seulement l'acquisition de savoir, mais aussi d'avoir rencontré suffisamment de situations de mise en difficulté pour que tu apprennes à les gérer. Alors, il y a je ne sais pas, peut-être que M. Fischer va me contredire, mais ça m'intéresserait d'avoir son opinion aussi. Ce que j'ai compris, ce qui nous a été expliqué parfois, c'est que du coup, dans ce quotidien, tu te retrouves dans des situations parfois de risques importants. Pas juste de risque pour la compétition ou pour ton classement, pour ça, mais directement pour l'intégrité de ton bateau, donc quelque part pour ta survie derrière. Et c'est là qu'il faut vraiment avoir acquis beaucoup d'expérience, suffisamment d'expérience, on n'en aura jamais assez. C'est que dans une situation imprévue à fort risque pour toi, et souvent tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de construire un raisonnement, te poser, te dire bon, il se passe ci, il se passe ça, je vais me calmer et puis je vais réfléchir. Il faut que tu agisses très vite. En fait, ton cerveau, de façon complètement inconsciente, et là j'aime bien ton expression de pilote automatique, ton cerveau va aller rechercher dans tout ce que tu as déjà vécu un scénario qui est le moins peu similaire de ce que tu es en train de vivre, et va t'apporter peut-être pas la meilleure réponse, parce qu'effectivement, si tu avais plein de copains autour de toi et que tu avais le temps de réfléchir à plusieurs et trouver la meilleure réponse, il y aurait peut-être... Mais au moins, il va te sortir la moins mauvaise. Et donc, va te sortir de ta difficulté rapidement, efficacement. Il y a certainement moyen de faire mieux, et c'est ça qui est génial dans la compétition, c'est qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Moi, j'ai l'habitude de dire, celui qui gagne, c'est pas le meilleur, c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Et tout le monde fera des erreurs. Le but du jeu, c'est d'en faire un peu moins que les autres. Et la capacité d'adaptation, justement, face à l'imprévu du cerveau humain, pour moi, elle est extraordinaire. Mais pour ça, il faut travailler beaucoup. Mon papa, il disait, si tu veux être feignant, tu as deux choses à faire. Il faut être très intelligent, c'est pas donné à tout le monde, et surtout, il faut travailler beaucoup. Et en fait, c'est pas du tout antinomique, parce que être feignant, c'est juste faire facilement des choses compliquées. Justement parce que tu as travaillé beaucoup en amont pour être capable de répondre rapidement à des choses et passer à autre chose et te concentrer sur des choses qui t'intéressent, qui t'amusent, qui te secouent, qui te sortent de ta zone de confort. Et je trouve que le milieu dans lequel j'ai passé plus de 40 ans maintenant est pour ça vachement intéressant, parce que tu es en permanence soumis à des variations et tu es tout seul au milieu du bazar et à toi de te débrouiller. Et donc tu ne peux que te regarder toi-même dans la glace, et du coup c'est plutôt cool derrière. Alain Boer, quand j'écoute parler Michel Desjoyaux, j'ai l'impression qu'il fait l'anti-portrait de l'État. C'est probablement pour ça que ça marche. Non, dans la réalité, l'État... Non, mais je précise cette formule à laquelle je veux vous faire réagir. C'est qu'en ce moment, le grand reproche qui est fait à l'État, mais on pourrait le dire aussi à l'Europe, c'est l'incapacité de prévoir et de s'adapter.
et d'anticiper. Peut-être c'est un faux procès, mais entre la dimension intuitive, agile, souple qui vient d'être décrite par un marin avec son bateau et ses équipes, la tentation était trop forte de faire un anti-portrait de l'État. Alors, d'abord, l'État est très souvent beaucoup plus lucide qu'on ne l'imagine, mais il est très souvent beaucoup plus lâche qu'il ne devrait. Il a une trouille, une sainte trouille, à la fois de la réaction et de l'anticipation de la réaction qui pourrait avoir lieu si par hasard il disait la vérité parce que, soi-disant, l'opinion, les gens, le peuple ne pourraient pas comprendre. Cette sous-estimation est toujours extrêmement impressionnante, notamment, et pas seulement, mais beaucoup sur les questions sociales, sociétales, et donc cette idée que les gens ne sont pas prêts, donc on ne va pas le faire, même si on est d'accord, parce que quand même ça serait bien si on le faisait, et c'est valable pour toute une série d'événements qui dépassent très largement la propagande, le mensonge publicitaire qu'on appelle les programmes électoraux, etc., qui sont là pour emballer des choses qu'on veut plus ou moins faire croire. Mais il y a toujours une idée derrière, d'ailleurs qui est souvent une bonne idée. Le problème, c'est la capacité à agir. Ce que dit Michel Desjoyaux, il dit il y a toute une série d'actes répétitifs que l'État sait faire très bien. Il anticipe pas mal toute une série de phénomènes qui pourraient avoir lieu. D'ailleurs, il y a une foultitude d'agences, d'opérateurs, d'inspecteurs, de gens qui disent à l'État et qui produisent des rapports innombrables. Il y a désormais une bibliothèque des rapports publics que je vous recommande sur la liste invraisemblable de tous les gens qui avaient prévu, parfois même prédit, un certain nombre d'événements et qui s'arrêtent là, car ensuite, il n'y a pas de suivi de l'événement. Il n'y a pas la capacité humaine à transformer le rapport, voire même l'anticipation, à autre chose. Pourquoi ? D'abord parce que, comme l'a dit très bien Florent Menegaux, l'intelligence artificielle, elle est très artificielle, mais assez peu intelligente. Elle est très probabiliste, mais assez peu prédictive. Elle le deviendra. Elle le deviendra, mais dans un cadre formel. Par exemple, sur un jeu d'échecs à 64 cases, elle ne peut pas imaginer qu'il y en aura une 65e. Mais elle peut vous donner les meilleurs parcours possibles, les meilleurs mouvements imaginables sur les 64 cases. Sur des données chimiques, à partir des éléments connus au moment où on parle et en imaginant que tout reste stable, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas de nouveaux éléments, ils sont capables de remettre en forme des parcours chimiques qui créent donc de nouvelles molécules parce qu'on ne les a pas changées d'ordre comme on pourrait le faire avec des notes de musique. Mais si quelqu'un crée une nouvelle note de musique, si quelqu'un crée une nouvelle saveur, si quelqu'un crée un nouvel élément, alors là, l'intelligence artificielle n'est pas encore en situation d'inventer des choses. L'État est dans cette situation-là. Il peut extraordinairement reproduire, il a le plus grand mal à inventer, imaginer, développer des éléments disruptifs qui sont le cœur de ce qu'est l'anticipation du futur. Et ça, c'est le charme de l'entreprise ou des entrepreneurs individuels d'être en situation de le faire bien mieux que l'État. Le problème, c'est que soit l'État vous aide une fois que vous l'avez fait, et ça marche plutôt bien, soit l'État vous en empêche par une structure bureaucratique lourde et particulièrement casse-pied, et c'est particulièrement vrai en matière scientifique, par exemple, notamment dans le financement de la recherche, qui est toujours la grande sacrifiée du moment où il faudrait surinvestir. Et là, tu te rends compte à quel point il est dépassé par des événements qu'il voit bien, qu'il anticipe pas trop mal, mais qu'il est incapable de mettre en œuvre. Alors, réaction d'Alain Fischer. Je crois que Florent Menegaux, vous avez écouté aussi avec gourmandise. Ensuite, il y a un rituel qui est les questions de la salle. Si vous pouvez faire mieux que les étudiants, on va voir. Les étudiants étaient très bons, donc je ne sais pas si vous ferez aussi bien. Vu ce qui a été dit, j'ai envie de défendre l'État, même si je partage un certain nombre des critiques, y compris les toutes dernières auxquelles je suis très sensible sur le financement de la recherche scientifique. Mais néanmoins, l'État, de temps en temps, sait créer des conditions, je vais rester dans mon domaine, à nouveau la recherche scientifique, sait créer des conditions avec une bureaucratie excessive, ça c'est indiscutable, mais sait créer des conditions qui permettent à des gens talentueux, jeunes ou moins jeunes, femmes ou hommes, d'être créatifs, d'être imaginatifs et de faire des avancées de rupture, malgré toutes les difficultés. Et un exemple, on a parlé tout à l'heure du vaccin sur l'ARN messager. Initialement, on a découvert l'ARN messager. Il se trouve que l'ARN messager était en partie découvert en France. Il était découvert en France, il y avait des chercheurs
en l'occurrence à l'Institut Pasteur, lorsqu'il modère un tout petit peu mon propos, mais néanmoins l'Institut Pasteur reçoit beaucoup de financement public, et c'est parce qu'il y avait un système public de recherche, une éducation à tous les niveaux, et évidemment en particulier universitaire, qui avait des chercheurs talentueux, qui s'appelait notamment François Gros, qui a découvert l'ARN messager. Donc l'État, on en a besoin. Il faut le réformer, essayer d'en limiter la tendance, entre guillemets, naturelle à la bureaucratie, mais je pense qu'il est trop facile de critiquer l'État. C'est dit. Florent Ménégo, sur la question de la projection et de la capacité à projeter en dépit des contraintes, en dépit des habitudes, en dépit de cette remarque habituelle qui est « mais on n'a jamais fait comme ça » ou « on ne l'a jamais fait ». Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est capable de se projeter dans l'improbable tout en visant juste? Alors, peut-être plusieurs réflexions, là. Une réflexion à propos de la vérité, du lien entre la vérité et la confiance. La base d'une relation de confiance, c'est de se dire les choses. C'est d'affronter les réalités telles qu'on les voit et de les confronter, d'être capable. Une autre question concernant le doute, parce que j'ai oublié de préciser que autant il faut douter, autant il ne faut pas hésiter. Quand il faut savoir décider, et il faut à ce moment-là ne pas hésiter. C'est comme un chirurgien, vous voulez qu'il doute avant de vous opérer, mais au moment où il va faire le geste, vous ne voulez pas qu'il doute. Et bien, dans l'entreprise, c'est exactement pareil. C'est-à-dire quelquefois, ce qui se passe, c'est qu'on oublie qu'il faut décider. Et décider, c'est faire un choix. Et faire le choix en ayant consulté, mais on ne peut pas tout prévoir. Et c'est aussi un mythe d'imaginer qu'on peut tout prévoir. Et derrière, ce qu'on reproche souvent, et ce que nous vivons dans l'entreprise, c'est qu'on a un excès de réglementation parce qu'on veut tout prévoir dans la réglementation. En fait, ça ne peut pas coller. Ça peut pas coller. Et donc, du coup, on bouse les entreprises avec un niveau de contraintes, de règles du jeu, qui sont en fait pas des règles du jeu, qui sont des prescriptions normatives sur comment faire les choses. Et ce que je dis toujours, moi, aux personnes politiques que je rencontre, je dis, occupez-vous de définir des règles du jeu stables, assez larges pour qu'on puisse jouer un jeu, et arrêter parce qu'il y a le 0,01% que citait Michel Desjoyaux qui est déviant, sanctionner les déviants, mais laisser les autres tranquilles et définissez simplement des règles du jeu équitables et laissez les personnes compétentes faire. Dans l'entreprise, par exemple, Michelin, c'est 135 000 personnes dans le monde. Si je dis à chaque personne ce qu'elle doit faire, d'abord je serai incapable de le faire, et ensuite Michelin s'arrêtera demain matin. Donc il faut que chacun ait un espace. Et les entreprises sont comme ça. Et donc quand on a un État qui régule le comment, il n'est pas dans son rôle. Quand un État surrégule, il n'est pas dans son rôle. Et donc on a un énorme travail à faire, notamment en France, mais aussi en Europe, sur cette question-là. Mademoiselle ou madame? Bonjour, Garance Debord, étudiante à Sorbonne Université. Je reviens sur les questions actuelles que vous avez déjà évoquées. Mais à quel moment l'improbable est-il suffisamment probable pour que ça vaille le coup en fait, de s'y préparer? Par exemple, si un événement est probable à 0,1%, on en parlait. Est-ce que le coût économique, le coût de réflexion, le coût du temps, vraiment vaut le coup de le prévoir? Voilà. C'est pour tout le monde. En clair, est-ce qu'il faut s'acheter un yacht si on joue au loto? Avant de gagner, je vais dire. Je vais prendre la parole au début, mais en tout cas, je ne vais peut-être pas répondre directement à cette question-là. En fait, ça dépend du 0,1%. Et ça dépend de ce qu'on imagine être l'impact du 0,1%. Si ce 0,1% a un impact extrêmement fort sur l'entreprise, ça peut être très grave. Je donne un exemple. Nous avons construit une usine qui fabrique du caoutchouc synthétique en Indonésie. Et là, on a regardé, l'Indonésie est dans une zone sismique dans laquelle on a des possibilités de raz-de-marée liées à des éruptions. Et en fait, c'est un investissement d'à peu près 1 milliard d'euros. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un tsunami? Et donc on regarde l'occurrence du tsunami. Et on a déterminé qu'en fait, on avait une occurrence, si on était au ras de l'eau, une occurrence qui arrivait tous les 20 ans. Mais si on arrivait à se mettre à 10 mètres au-dessus de l'eau,
enfin au-dessus de la surface du terrain tel qu'il était là, on passait à une occurrence d'une fois par siècle. Et là, on s'est dit, OK, donc on va faire un remblai de 10 mètres pour mettre l'usine 10 mètres en se disant, une occurrence une fois par siècle, on se dit, OK, ça c'est un risque qu'on est capable de prendre. Une occurrence tous les 20 ans, on se dit, non, ça c'est peut-être un peu trop risqué, même si ça peut ne pas se produire. En fait, donc c'est plutôt comme ça qu'on réagit, en se disant, quelle est la probabilité du risque et quelle est la probabilité que le risque arrive, se réalise, et l'impact. Alain Bauer, les questions rejoignent ce qu'a dit aussi Michel Desjoyaux, nous met sur la piste, et ce que dit aussi Alain Ménégo, ce qu'a dit Alain Fischer sur... Florent Ménégo. Oui. Mais on est Florent. On est en symbiose. Vous êtes en symbiose. Quelles sont les organisations telles que vous les observez qui sont les moins, les moins vulnérables à la surprise? Il y a des modes d'organisation aujourd'hui bureaucratiques, étatiques, gouvernementaux, managériaux, qui font qu'il y a des organisations qui sont moins vulnérables à la surprise et qui donc s'adaptent mieux. En général, elles ont des points communs. Les organisations désorganisées. Quand vous traitez d'une question aussi sensible, par exemple, que ce qu'on appelle la surprise stratégique, c'est une question militaire qui avait été mise en avant par l'ancien chef d'état-major des armées, auquel j'ai une pensée émue, parce que nous avons commencé par nous engueuler très fort avant de devenir amis, le général Georges Lain, celui qui a permis de relancer la reconstruction de Notre-Dame, mais qui était un très grand chef d'état-major des armées. Il défendait l'idée de la surprise stratégique. Et il se trouve que mon premier cours à l'école de guerre, j'ai eu droit au général Georges Lain, d'une manière improbable et inattendue, venu défendre la surprise stratégique pour introduire mon cours. Et c'est donc le moment où j'ai expliqué que la surprise stratégique était une pure invention qui reposait sur rien, sinon l'idée que le général Georges Lain faisait lui-même de la surprise stratégique, puisque dans l'histoire du monde, elle comptait sur une main, qui n'était pas une surprise stratégique au sens de la stratégie, mais l'apparition d'une nouvelle technologie qui bouleversait le champ de la bataille. La baliste, la poudre, l'arc, les flèches, le feu grégeois, et à la fin, l'arme atomique, et on peut rajouter le bactériologique si vraiment on a envie, même si mettre des éléments qui empoisonnaient les puits est connu depuis qu'il y a des puits et de l'eau courante. Mais par contre, l'aveuglement stratégique est un sujet absolument majeur, car l'ensemble des défaites militaires et des crises que nous connaissons est marqué par un mouvement tactique d'un individu qui change une règle d'engagement du combat sans modifier structurellement tout ce qui existait préalablement. L'autre regard dont parlait Florent Ménégo avant moi. Et donc, la plupart des organisations adorent être dans un état tellement structuré qu'elles pensent éviter le risque par une surmultiplication de procédures visant à empêcher la survenue du risque. Ça ne marche jamais. Le processus, il est d'accepter le risque. En acceptant le risque, le mouvement devient votre allié et pas votre ennemi. Et donc, en France, par exemple, quand on va par exemple au MEDEF, pour des réunions très intéressantes sur la question que vous venez de me poser d'ailleurs, on découvre avec stupéfaction que la règle, publique comme privée, c'est négation, minoration, éjection. En français courant, 1, c'est pas vrai. Ça ne va pas arriver et surtout, ça ne va pas nous arriver. 2, c'est pas grave. Bon, peut-être que ça va arriver, mais c'est beaucoup moins grave que ce que vous racontez. Vous exagérez beaucoup. Et 3, bon d'accord, c'est vrai, c'est grave, mais ce n'est pas de ma faute. Il faut demander à l'État ou à Bruxelles. Voilà. Très content. Et en France, il y a un truc particulier. Aux États-Unis, on vous dit d'accord, c'est vrai, c'est grave, combien ça coûte? Est-ce que ça coûte plus cher de se préparer ou de réparer? Ça s'appelle le bean counting, le comptage de petits pois. Et donc, vous avez un débat où vous ne passez pas 3 heures à expliquer qu'un truc qui va arriver, mais juste savoir si c'est plus cher avant ou après. En France, l'idée générale, c'est « bon, mais d'accord, mais est-ce qu'il faut s'y préparer ?» Réponse « non. » Car si on ne s'y prépare pas, il ne nous verra pas. Ce qu'on appelle la pensée magique. Et c'est le seul pays au monde où j'ai jamais eu à traiter de ce type de discussion avec des grands professionnels publics et aussi parfois dans des grandes entreprises qui n'ont pas la problématique du bean counting, ce qui visiblement est plutôt un sujet d'entrepreneurial, mais une logique de on va éviter d'en parler, comme ça n'arrivera pas. Bon, il nous reste un quart d'heure. Je crois que le micro peut circuler, on m'a dit, il peut circuler. Maintenant, c'est vous qui allez décider. Est-ce que vous préférez que les étudiants continuent à poser des questions ou est-ce que vous, public, vous prétendez à interroger le panel ?
C'est comme vous voulez. Si quelqu'un a une question, je dis bien une question, pas un exposé liminaire au débat qu'on vient d'avoir. Alors, Oui, bonjour, je suis Brigitte Serroussi, je suis professeure à Sorbonne Université. Bonjour madame. Ma question c'est, est-ce que acquérir les capacités qui permettent de se préparer à l'imprévisible, est-ce que ça ressort de l'inné ou de l'acquis? Ici c'est de l'acquis. Comment est-ce qu'on change notre système pédagogique de formation, d'éducation, pour justement acquérir ces capacités? Alors, Alain Fischer a des éléments de réponse. C'est beaucoup dire, mais je veux bien dire quelques éléments. Il me semble que pour une société, donc pour nos citoyens, il y a un certain nombre de notions à acquérir pour apprécier les risques et d'ailleurs aussi pour juger d'autres événements nécessitant décision. Ce sont les ordres de grandeur. C'est-à-dire que 1 sur 1 million, ce n'est pas 1 sur 10 en termes de facteurs de risque. C'est une évidence de dire cela, mais je pense que cette notion n'est pas si aisément acquise dans la population. Et puis, un autre point qui me paraît important, et aussi on voit beaucoup de confusion entre ce qui est de l'ordre de la concomitance, de la corrélation et de la causalité. Si tous nos citoyens, tous nos décideurs, pas que les citoyens, avaient présent à l'esprit de façon très claire ces concepts, les ordres de grandeur et ces 3 notions, je pense que déjà nous progresserions, et d'ailleurs nous progressons, parce que je ne veux pas donner un message trop négatif, mais je pense que, pour revenir à l'éducation, dès l'école primaire, ces notions devraient être mieux enseignées. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Florent Ménégo, sur l'enseignement du management? Est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce qu'il délivre au marché du travail des jeunes gens qui auront la vista, comme on dit? Alors, il y a 2 questions dans votre question. La première, c'est est-ce que le management a changé? Oui. On est passé d'un management où on pensait que le chef est surpuissant, il a toutes les réponses et c'est lui qui doit, très proche de ce que vous disiez très justement, Alain, sur non, on en profite. Hein. Sur le fait de dire le chef n'est pas tout puissant. Le chef, il a une responsabilité. Sa responsabilité, c'est de s'assurer que les personnes autour de lui soient en mesure de prendre les décisions opportunes au moment où elles doivent être prises. Et ce n'est pas forcément à lui de les prendre, mais c'est de s'assurer que les personnes sont en capacité de le faire. Et la deuxième chose, c'est de les emmener là où elles ne vont pas naturellement. Ça, c'est les 2 missions principales, nouvelles du management. Et en fait, donc, il y a toute une déconstruction à faire. Et donc, on parlait de l'enseignement. Quand les personnes rentrent chez Michelin, on passe beaucoup de temps à déconstruire des idées préconçues qu'on leur a données sur ces notions de management. Et en fait, on leur dit d'abord, faites-vous confiance, mais on vous donne aussi les moyens de vous faire confiance. Ça veut dire s'entraîner, ça veut dire être capable de répéter, ça veut dire capitaliser, ça veut dire écouter l'autre, ça veut dire collaborer, ça veut dire prendre chez l'autre des acquis de manière à accélérer sa prise de connaissance, mais on a un travail énorme à faire là-dessus. Alors après, on parlait la science, les mathématiques, c'est quand même la base de l'être humain. C'est-à-dire que pour se mouvoir dans le monde, il ne faut pas imaginer qu'on a fait des mathématiques en France, une spécialisation ultime. On n'a pas besoin d'être tous des docteurs en maths, mais pour se mouvoir dans un monde dans lequel la technologie est au niveau dans lequel elle est aujourd'hui, il faut impérativement que les personnes aient un début de raisonnement scientifique. On ne leur demande pas d'être des docteurs en sciences, mais on leur demande d'avoir une compréhension minimum des grandeurs. Et les mathématiques, c'est simplement une façon de décoder le monde. Et il faut qu'on réenchante les mathématiques, parce qu'en fait, dans les entreprises, tous les jours, vous êtes agent de production devant vos machines. On développe avec Michel Desjoyaux une voile nouvelle génération qui va décarboner le transport. Il vous faut des notions minimum de physique et de mathématiques, mais même dans votre vie de tous les jours. Et d'imaginer que ces outils sont magiques et que tout d'un coup la vérité est transmise par ces outils, en fait c'est extrêmement grave pour nos sociétés. Et donc une entreprise, elle a absolument besoin
d'avoir un niveau de formation minimum. Et d'ailleurs, on a développé une manufacture des talents pour dire à chaque salarié qu'il est, tant qu'il est avec nous, un étudiant à vie. Et c'est lui qui est en charge de se développer. Et au fur et à mesure de son développement personnel, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est à lui de se prendre en main. Alain Boer, la question de Madame sur la capacité des structures de formation d'un pays, d'un continent à s'adapter à l'avenir. Est-ce qu'elles sont innées ou elles sont acquises? Je n'ai pas de réponse, mais est-ce qu'une organisation a des qualités innées? Non, je crois que c'est un mélange des deux. Le problème, c'est qu'il faut donner de la méthode pour maximiser l'inné. Et c'est l'acquis qui permet de trouver à chacun son propre style d'intelligence. Notre problème, c'est que nous avons promu une intelligence type, qui est une intelligence de très grandes écoles, avec un mode opératoire qui vient d'être très bien rappelé par Florent. Profite aussi. Hein. Merci Alain. Parce que nous avions un modèle unique qui était le modèle de la construction de l'État, vu par l'État pour l'État. Et il a assez peu regardé ce qui se passait autour de lui. Dans la réalité, la maximisation des capacités des uns et des autres, et donc un dispositif qui passe du prêt-à-porter au sur-mesure avec des modalités, est un élément important. On a monté, il n'y a pas très longtemps, enfin si, il y a presque 10 ans maintenant, un MBA avec la Gendarmerie nationale. C'est tout à fait inédit, ça sortait de nulle part. Il y a moitié de militaires et moitié de représentants des entreprises, quelques étudiants plutôt grandes écoles. Et donc l'idée générale était justement de moduler les compétences des uns et des autres autour d'une logique très militaire, c'est-à-dire disciplinaire au sens de la discipline, mais extraordinairement ouverte. Au début, on était très inquiets parce qu'on avait mis trop d'enseignements fondamentaux, et pour être un représentant des sciences dites molles, je tiens à dire à quel point je soutiens le retour aux mathématiques, qui est un enjeu essentiel de survie individuelle et collective, nationale, étatique, entrepreneuriale, vous le prenez comme vous voulez. La destruction de notre outil mathématique amènera vraiment une crise majeure dans la capacité qu'a ce pays d'exister en tant que pays. Mais au-delà de ça, on avait mis, je trouvais, trop de fondamentaux, et je me disais que les étudiants, entre guillemets, nos étudiants un peu âgés, un peu professionnels, allaient s'ennuyer. Au bout de 6 mois, ils sont tous venus demander le doublement des formations fondamentales. Parce qu'en fait, ils ont découvert tout ce qui leur avait manqué dans des épisodes précédents, alors qu'ils étaient déjà des professionnels affirmés pour les uns et confirmés pour les autres. Et ça, c'est un enjeu tout à fait essentiel. Donc il faut utiliser les deux, il ne faut pas imaginer que l'inné n'existe pas. Au contraire, il existe de manière extraordinairement différenciée. Il faut arriver à le maximiser. C'est un peu comme quand vous faites un plat, vous avez des exhausteurs de goût. C'est toujours le même goût, mais il y a des petits produits qui permettent de faire mieux avec le même produit initial, mais un élément qui permet de modifier la manière dont vous passez d'un plat de bistrot à un très grand chef. Voilà. Et bien, ce sujet-là, il existe aussi en matière pédagogique. Et notre enjeu à nous, c'est justement de ne plus affirmer du haut d'une chaire pendant 3 heures sans interruption une espèce de cours magistral qui vient du haut vers le bas, mais d'arriver à modifier la relation avec les étudiants, quel que soit leur âge, pour justement utiliser leur inné en leur fournissant des acquis qui leur permettent à eux d'en faire plus et mieux. Alain Fischer, une réaction. Juste un tout petit mot de complément. Le plaidoyer pour les maths, oui, bien sûr, mais pas les maths seules. C'est les sciences, et autant que faire possible, intégrer. Ce n'est pas si simple, mais intégrer. Juste je voudrais rappeler une magnifique aventure de l'Académie des sciences, qui est d'avoir créé il y a plus de 30 ans quelque chose qui s'appelle la main à la pâte. J'espère que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, et qui est une initiative donc, de grands scientifiques qui a permis qu'un très grand nombre d'enfants français, pas tous malheureusement, 10% environ, mais à un moment donné de leur cursus en primaire ou au début du collège, mettent strictement sensu la main à la pâte dans un petit schéma expérimental simple, mais qui est le début de la réflexion qui mène à une approche rationnelle des problématiques, au doute tel qu'on l'a discuté tout à l'heure, mais qui est donc plus large que les mathématiques. Je voulais juste faire en sorte que l'enseignement des sciences est crucial. Alors, je veux vous dire, si samedi prochain,
pas aujourd'hui puisqu'il y a la cité de la réussite, mais la maison des mathématiques est à quoi 10 minutes, 10 minutes à pied d'ici. Il faut aller avec les mômes, avec un guide quand même ou un encadrant à la maison des mathématiques. C'est génial, absolument génial. Ça a ouvert l'année dernière. Je vous y engage, évidemment. Une autre question, peut-être. Est-ce que tous les étudiants ont posé leurs questions? Je fais très attention à ne pas braquer les étudiants. Parce qu'après, il y a des réactions épidermiques. On ne peut plus enseigner l'avenir puisqu'ils bloquent les facs. Alors, je fais gaffe. Autre question du public. Bonjour à l'ensemble des intervenants. Merci pour la clarté et la qualité de vos interventions. J'avais une question simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance en la paix, sachant que nous avons un dirigeant qui vient de déclarer que le conflit russo-ukrainien a pris une dimension mondiale? Est-ce qu'on a un risque de troisième guerre mondiale à plus ou moins long terme au XXIe siècle? Merci. Donc on va rallonger la table ronde jusqu'à 17h. Est-ce que vous avez vos casse-croûtes? Hein? Merci monsieur pour cette question. Je pense que c'est quand même une question centrale, mais visiblement tout à l'heure quand on vous a demandé si vous aviez confiance en l'avenir, vous étiez une majorité à dire mais oui, tout va bien. On va donner à Alain Bauer peut-être la conclusion, parce que c'est peut-être vous qui vous approchez le plus souvent de ces affaires-là. Vous avez rencontré Vladimir Poutine, vous, ou pas? Oui. C'est arrivé? Oui. Alors, vous êtes vivant? Je suis encore là. Non, le risque, d'abord, le risque existe. Le risque a existé de la Première Guerre mondiale. Il était anticipé et nié comme s'il ne pouvait pas arriver par un engrenage terrible. Celui de la Deuxième Guerre mondiale a été anticipé et nié par pure lâcheté, notamment au moment des accords de Munich, y compris ceux qui revenaient de Munich savaient très bien ce qu'ils avaient fait et n'auraient pas dû faire, et ceux qui commentaient Munich en disant que vous n'auriez pas dû le faire, Churchill particulièrement, expliquait les enjeux de ce choix qui était une déculottade des entre guillemets puissances, comme on les appelait à l'époque. Le problème aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, nous avons cru à la fin de la guerre et à la fin de l'histoire en même temps, et que nous avons décidé que la paix éternelle avait été proclamée, quoi qu'il arrive. Alors j'en reviens à un phénomène assez simple. Dans les Écritures, je crois, il y a un élément fondamental, il faut toujours revenir aux Écritures à un moment ou à un autre, surtout pour un vrai laïc, qui s'appelle « Si vis pacem para bellum ». Donc si tu veux la paix, prépare la guerre, et c'est en se préparant à la guerre, en montrant qu'on est prêt à défendre des valeurs et des réalités, en défendant ce que sont nos propres libertés, qu'on peut donner le signal à celui d'en face que ça ne vaut pas la peine de la faire. C'est la relation qui a été indiquée tout à l'heure en matière épidémiologique entre le risque et je n'arrive pas à dire le revenu, mais le bénéfice, merci. Eh bien, nous sommes exactement dans cette même configuration. Sauf que depuis le début du conflit russo-ukrainien, qui a commencé en 2014, il n'a pas commencé il y a 1000 jours, mais il y a plus de 10 ans, nous sommes toujours en retard d'un épisode et nous ne parlons pas le même langage que les Russes. Nous parlons un langage qui nous convient à nous et qui est incompréhensible pour l'adversaire. Quand l'adversaire dit « je me prépare à attaquer l'Ukraine » et que tout l'Occident, États-Unis compris, dit « il va attaquer l'Ukraine » et que la question qui est posée au président de la plus grande puissance mondiale est « donc qu'allez-vous faire ?» Réponse « rien ». L'interprétation à Moscou, c'est donc « je peux y aller ». Si la réponse est « si tu mets 1 millimètre en Ukraine de plus que ce que tu as déjà fait en 2014, j'enverrai des troupes », la relation et la compréhension n'est pas la même. On ne parle que le langage de l'adversaire. Et il faut bien comprendre que l'adversaire attend qu'on lui parle un langage qu'il comprend. Quand on se parle qu'à soi-même, on ne se prépare à rien. Et donc, ça explique la difficulté qu'est aujourd'hui la nôtre. Nous sommes toujours en retard d'un épisode sur l'agresseur. Le jour où on sera à l'équilibre, il n'y aura plus d'agression. Alain Bauer, merci pour cette conclusion. Alors, j'aimerais que nous nous retirions d'ici dans l'ordre, la sérénité et la courtoisie. Donc, je voudrais remercier, et que vous les applaudissiez, les 2 personnes qui ont posé des questions dans le public. Je voudrais les remercier. Les étudiants vont se lever. Levez-vous. Et recueillez
la gloire méritée. J'aimerais remercier Alain Bauer pour sa conclusion et vous recommander un livre qui vient de sortir chez Fayard. Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire. J'ai envie de dire Alain Bauer aussi. Donc voilà. Florent Ménégo n'est pas venu avec un pneu, mais il aurait pu venir avec un guide Michelin. Voilà, il y en a un qui sort tous les ans. Voilà. Merci. Alain Fischer, Protéger les vivants des enfants malades à la crise du Covid. C'est paru chez Odile Jacob. Merci Alain Fischer. Et Michel Desjoyaux pour l'intégralité du rêve qu'il a procuré à tous ceux qui suivaient sa carrière et qui s'intéressent à la navigation et à cette association Mer Agitée dont vous prendrez connaissance, j'imagine, si vous cherchez Mer Agitée sur Internet. En ne vous trompant pas, en n'allant pas sur le site de Météo France parce que c'est compliqué en ce moment. Michel Desjoyaux. Je voudrais enfin que vous vous auto-applaudissiez, car prendre du temps pour aller à la Sorbonne un samedi, pour écouter des débats, se former, réfléchir, etc., ça n'est pas donné à n'importe qui, alors bravo. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'oubliais. Si vous voulez une qualité d'animation comparable à celle d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous lundi à 7h sur Radio Classique 101.1 de 7h à 9h. Ciao.